Sur les épaules, une tête de monsieur. Ils m'ont mis des lunettes, une cravate, des boutons et des boutonnières, et sur ma tête de monsieur, un inusable chapeau de monsieur aux angles durs. Et sur mon visage, des rides de fausse importance. Et puis, vous savez, un air un peu fatigué, mais noble. Un air un peu emmerdant, mais très emmerdant. Enfin, un air comme les messieurs en ont. Personnage énigmatique, éminent, suréminent, dogmatique, redoutable, considérable, et avec ça, faut-il vous l'envelopper? Les enfants, certes, que ça me plaise ou non, les enfants me prennent pour un homme. Mais les hommes me prennent pour un enfant. Perte sur tous les tableaux. Ah, je ne suis ni un homme, ni un enfant, mais un âne aux douces oreilles, qui s'en va marchant et boitant, craignant les coups, et qui traîne son fardeau en bâchonnant les herbes. Les Ouménés de Bonada ont pour désagréables voisins les Nippos de Pomédée. Les Nibonis de Bonari s'entendent soit avec les Nippos de Pomédée, soit avec les Rijabons de Caravule, pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada, après, naturellement, s'être allié avec les Bitules-Retrarques, qui sont situés sur les flancs des cols vides de Golay, qui couvrent le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du turritaire des Nippos de Pomédée, au-delà des Procus d'Ostebourg. La situation, naturellement, ne se présente pas toujours d'une façon aussi simple. Car les Ouménés de Bonada sont traversés eux-mêmes par 4 courants. Ceux des Doomédés de Bonada, des Orodomédés de Bonada, des Obobomédés de Bonada, et enfin des Dobobodémonédés de Bonada. Ces courants d'opinion ne sont pas en fait des bases, et se contrecarrent, et se subdivisent, comme l'on pense bien suivant les circonstances. Si bien que l'opinion des Dobobodémonédés de Bonada n'est qu'une opinion moyenne. Et l'on ne trouverait sûrement pas 10 Dobobodémonédés qui la partagent, mais peut-être pas 3, quoiqu'ils acceptent de s'y tenir quelques instants pour la facilité non certes du gouvernement, mais du recensement des opinions, qui se fait 3 fois par jour. Quoique selon certains ce soit trop peu, même pour une simple indication, tandis que selon d'autres, peut-être utopistes, le recensement de l'opinion du matin et de celle du soir serait pratiquement suffisant. Il y a aussi des opinions franchement d'opposition en dehors des Odobomédés. Ce sont celles des Rodobodémonédés, avec lesquelles aucun accord n'a jamais pu se faire. Sauf, naturellement, sur le droit à la discussion, dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre fraction des Ouménés de Bonada, dont ils usent intarissablement. Elle naquit. Quand elle fut en âge d'aider sa mère, ses soins allèrent en particulier à l'angle d'une commode Louis XV sur lequel se formait obstinément une couche de poussière. Le soir, avant de s'endormir, saisissant un chiffon réservé à cet effet, elle enlevait la poussière. À son réveil, la couche de poussière reformée de la veille l'attendait. Alors, elle l'enlevait de nouveau. Elle se maria. N'eut pas d'enfant. Tous les matins, sitôt le départ de son mari, elle enlevait la couche de poussière sur l'angle de la commode Louis XV. Elle mourut. La poussière de ses os se déposa lentement sur l'angle de la commode Louis XV. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaie pas de donner. Essayons de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaie de se donner. Essayons de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit.
Plantant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'ont mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. La chose est faite, pensa-t-il. Peu après, un bruit se fait entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux, mais puisqu'il est déjà passé. Et il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux, sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu. Voilà le mystère, toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, dit-il. Je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit. Le plus beau cadeau, c'est celui-ci. Le mendiant pénétra dans la cour si haute qu'elle était un puits. Il leva la tête pour que sa chanson montât jusqu'à la margelle des toits. Ces paroles étaient aspirées par une invisible corde vocale accrochée à une poulie qui grinçait. On entendait toute la cour. Des têtes apparaissaient aux fenêtres, les unes souriaient, d'autres grimaçaient, autant de gargouilles où fusait la sève des cœurs, bons ou mauvais, pressés comme des éponges par des poignées de fausses notes. Des papiers tombaient dans la cour, cachant des pièces. Quand l'un des envois heurtait le chanteur et lui faisait mal, il s'en réjouissait. Un locataire, qu'une telle pauvreté de voix irritait, enveloppa une pierre dans un morceau de journal et vit à lui. Le chanteur reçut l'obole sur la tête et fut tué en pensant « Quelle générosité !» Il disait vrai, pas de plus beau cadeau que l'illusion dont on meurt. Il y a un roman voilà, ce sont des textes de Henri Michaud, de René de Aubaldia, de René d'Aumale, le plus beau cadeau, le dernier texte que je viens de vous dire, c'est un texte d'un monsieur très officiel et très sérieux, qui était recteur, qui a été recteur de l'Académie, qui doit être à la retraite maintenant. Et je voudrais changer tout à fait de genre pour vous dire un extrait d'un roman de Boris Vian qui s'appelle L'Arrache-Cœur. Alors c'est l'histoire, c'est le serment d'un curé, le curé du village dans lequel se passe l'action, qui a perdu l'habitude de voir beaucoup de monde à la messe de 11 heures le dimanche. Et voilà qu'il ne pleut plus depuis de nombreux mois. Enfin, ce n'est pas un texte de circonstance. Il ne pleut plus depuis de nombreux mois. Et alors, tous les gens du village sont venus à la messe de 11 heures pour demander à Dieu de leur envoyer de l'eau. Et voilà le serment du curé, en chair.
gens du village, vous me demandez de la pluie, vous n'en aurez point. Vous êtes venus aujourd'hui, arrogants et fiers, comme des légats, confiants dans votre vie charnelle. Vous êtes venus en quémandeurs insolents exiger ce que vous ne méritez point. Il ne pleuvra pas. Le Saint-Foin, Dieu s'en moque. Courbez vos corps, courbez vos têtes, humiliez vos âmes, et je vous donnerai la parole de Dieu. Mais ne comptez pas sur une goutte d'eau. C'est une église ici, et pas un arrosoir. Vous prétendez croire en Dieu parce que vous venez à l'église le dimanche, parce que vous traitez durement vos pareils, parce que vous ignorez la honte, et parce que votre conscience ne vous tourmente pas. Que m'importent vos champs, que m'importent vos bêtes et vos enfants. Vous vivez une vie matérielle et sordide. Vous ignorez le luxe. Quel luxe? Je vous l'offre. Je vous offre Dieu. Dieu n'aime pas la pluie. Dieu n'aime pas le Saint-Foin. Dieu se soucie peu de vos plates-bandes et de vos plates aventures. Dieu, c'est un coussin de brocateurs. C'est un diamant serti dans le soleil. C'est un précieux décor ciselé dans l'amour. Ses hauteuils, passifs, les soutanes de soie, les colliers et les barbes inutiles, merveilleux, les instantoirs électriques. Il ne pleuvra pas. Retournez à vos fermes, retournez à vos fermes. Dieu, c'est la volupté du superflu. Vous ne songez qu'au nécessaire. Vous êtes des hommes perdus pour lui. Il ne pleuvra pas. Dieu n'est pas utilitaire. Dieu est un cadeau offert, un don gratuit, un lingot de platine, une image artistique, une friandise légère. Dieu est en plus. Il n'est ni pour ni contre. C'est du raviot. Il ne pleuvra pas. Il pleuvra des ailes d'ange. Il pleuvra des duvets d'émeraude, des vases d'albâtre, des peintures admirables, mais pas d'eau. Dieu se moque du Saint-Foin, de l'avoine, du blé, de l'orge, du houblon, du trèfle, de la luzerne, de l'orpin blanc et de la sauge. Il ne pleuvra pas. Ouais. Ça va, ça va. Il pleuvra. Il pleut. Et un tout autre genre. Oui, je suis assis. Où allons-je pas? La perte d'un époux ne va pas sans soupir. On fait beaucoup de bruit. On sort. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis d'après. Au soupir, vrai ou faux, celle-là s'abandonne, c'est toujours même note. Et pareil entretien, on dit qu'on est inconsolable, on le dit. Mais il n'en est rien. Comme on verra, par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père. Homme prudent et sage, il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes qu'a besoin le défunt que vous noyez vos chats. Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure, une condition meilleure, changeant des noces, ses transports, mais après certains temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait,
jeune, et tout autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître et des boucles de faux. Le père lui laissa digérer sa différence. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil, enfin, sert de parure en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les rires, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri, mais comme il ne parlait de rien à notre bal, où donc est le jeune mari que vous m'avez promis? Puisque nous sommes remontés au grand siècle, je voudrais vous dire un poème, un texte de Corneille que l'on apprend dans les écoles, que l'on présente comme un texte, un très beau texte, qui s'appelle le Stanx la Marquise. Alors, c'est même certainement un très beau texte, mais enfin, moi, quand je vois les circonstances dans lesquelles il a été écrit, je considère quand même que c'est du chantage. Parce que Corneille, vieillissant, était amoureux d'une jeune femme, jeune comédienne qui faisait partie de la troupe de Molière, qui s'appelait Marquise du Parc, et comme celle-ci repoussait les avances de Corneille, Corneille lui a dédié ce poème. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, et saura faner vos roses comme il a arrivé. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes. Vous serez ce que je suis. Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous en avez qu'on adore. Mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand ceux-là seront usés. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux, et dans 1000 ans faire croire ce qui me plaira de vous. Chez cette race nouvelle où j'aurai quelques crédits, vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurai dit. Pensez-y, belle Marquise, quoiqu'un grison fasse froid, il vaut bien qu'on le poursuive quand il est fait comme nous. Ça vous a plu? Eh bien, je le redis. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, il saura faner vos roses comme il a arrivé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous saurez ce que je suis. Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous en avez qu'on adore. Mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand ceux-là seront usés. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux, et dans 1000 ans, faire voir ce qui me plaira de vous. C'est cette race nouvelle où j'aurai quelques crédits, vous ne passerez pour belle, qu'autant que je l'aurais dit. Songez-y, belle Marquise. Quand un grison fasse froid, il vaut bien qu'on le courtise. J'ai la manie des mystifications et des femmes. C'est-à-dire que
je l'avais. Cette manie de faire des farces et des mystifications, et je ne l'ai plus. J'en ai perdu le goût et je vais d'ailleurs vous raconter comment j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est une sale histoire et peut-être, si je vous la raconte, que vous hésiterez à faire de ces mauvaises farces que moi, personnellement, j'appelle des farces de château. Parce que c'était dans un château que la chose a eu lieu. Dans un château où j'étais précepteur. Je venais d'obtenir ma licence et j'étais précepteur au château de Malmort. Oui, un nom admirable. J'avais obtenu cette place par l'entremise d'un camarade riche et qui connaissait du monde chic. Moi, je ne connaissais personne. Je ne connaissais que mes camarades et que les messieurs et les dames de la pension de famille où j'habitais rue des Écoles. Je ne connaissais personne, mais j'aimais mystifier, faire des farces. J'avais déjà remarqué que mes farces tournaient mal, ou qu'elles risquaient de tourner mal et que je ne savais pas bien les faire, mais c'était plus fort que moi. J'étais poussé par une de force maligne et qui me jouait de mauvais tours. Par exemple, le dimanche, je suivais des familles dans la rue. Des familles qui traînent des enfants par la main, des enfants qui se dévissent le cou pour regarder en arrière. Et je m'approchais des enfants qui regardaient en arrière, et je m'accroupissais et leur tirais la langue. Ou bien je leur faisais des grimaces atroces. Alors d'abord, j'étais étonné, et ensuite, ils partaient en sanglots. Alors parfois, ils se plaignaient aux familles. La famille se retournait et ne rencontrait que mes sourires. L'enfant était secoué, grondé, il suivait, se retournait, et là, j'en recommençais mes grimaces. Et l'enfant fondait en larmes. Vous le croirez, vous ne le croirez pas, voilà ce que je faisais le dimanche. En semaine, je m'approchais des dames qui tripotent des coupons aux étalages des grands magasins, je me tenais à leur gauche, et je leur touchais l'épaule droite. Elles injuriaient les messieurs qui se tenaient à leur droite, et je recommençais mon manège juste à ce qu'éclatent des scènes épouvantables. Et je savais que c'était absurde de perdre son temps à des choses pareilles, mais je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était plus fort que moi, et le diable qui me poussait. Et c'est cette manie de faire des farces qui m'a perdu. Au château, j'étais le précepteur des deux fils d'une femme charmante et encore assez belle. Les deux fils, l'un de 12 ans, l'autre de 14, adoraient leur mère. Et ils la respectaient et l'adoraient. Leur père était en voyage et je ne le connaissais pas encore. Il me le décrivait, l'admirait et se faisait une fête de son retour. Et voilà que nous arrive au château un personnage très ridicule. Une espèce de vieux beau qui faisait des réussites, qui racontait des histoires interminables. C'était un ami de leur père et un fantoche qui s'incrustait malgré une attitude générale assez hostile, assez moqueuse. On haussait les épaules, on échangeait des signes, il se penchait sur son assiette ou sur ses cartes. La dame poussait des soupirs en sa présence et lui laissait entendre qu'il était de trop, qu'il ferait mieux de déguerpir. Mais il était là, il s'incrustait et se montrait tellement sans gêne et désagréable que nous décidâmes de le mystifier. C'était du reste une farce bien innocente et de leur âge. Et comme leur mère nous l'aurait défendu, nous avions décidé de préparer notre farce en cachette. Cette farce, elle consistait à jouer aux fantômes, à parler de fantômes, à créer une atmosphère, et la nuit, à nous déguiser avec des draps éclairés en dessous par des lampes électriques de poche, d'ouvrir la porte de sa chambre et de le faire mourir de peur. Sa chambre était située dans une sorte de vaste hall, et ce hall était si éloigné de la chambre de la maîtresse de maison que nous ne risquions pas d'être découverts, nous pouvions agir sans l'ombre de crainte, sans risquer la moindre surprise. Et voilà que nous parlons de fantômes à table, et que la dame raconte elle aussi des histoires de fantômes, et que notre victime avoue qu'il les déteste, qu'il y croit et qu'il ne pourra plus fermer l'œil. Bref, une réussite.
chacun se couche, les enfants viennent me rejoindre dans ma chambre et en route vers notre escalade. Munis de draps et de lampes, nous descendons l'escalier en étouffant des courir et en risquant de nous rompre le cou à chaque marche. Minuit sonne, nous arrêtons devant la porte de la chambre et nous commencions à nous équiper et à draper nos suaires lorsque je vois la porte qui s'ouvre lentement. Il y avait une grosse colonne et nous nous glissons derrière, les pieds nus, les lampes éteintes et nos draps en désordre sur les épaules. La porte s'ouvre complètement, la lumière de la chambre s'allonge dans le hall et nous voyons sortir la dame en chemise. Mon chéri, murmurait-elle, une seconde, je l'ai laissé dans mon sac et j'ai laissé mon sac sur la table. Et elle sort, traverse le hall, passe à 50 centimètres de nous, prend son sac sur la table, s'en retourne en disant « Mais je l'ai, mon chéri, mais ne sois pas stupide. Il n'y a personne, tout le monde dort, il n'y a rien à craindre. » Et une fois dans la chambre, tu m'aimes? Réponse, je t'aime. Tout à coup, il n'y eut plus de mère, plus de château, plus de précepteur, plus de fantômes, plus d'enfants. Nous remontâmes dans nos chambres et nos draps traînaient sur les tables. Les enfants n'ont jamais ouvert la bouche de cette nuit funeste. Mais oubliez le regard du plus jeune quand il me dit « Bonsoir, monsieur ». Oubliez le regard du plus jeune et le silence de l'autre. Je ne le peux pas. Si l'on gardait depuis des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blancs, crinières de nuit, toisons de safran, et les cheveux couleur de feuilles mortes. Si on les gardait depuis bien longtemps, noués bout à bout, pour tisser les voiles qui vont sur la mer, il y aurait tant et tant sur la mer, tant de cheveux roux, tant de cheveux clairs et tant de cheveux de nuit sans étoiles. Il y aurait tant de soyeuses voiles luisant au soleil, bombant sous le vent, que les grands oiseaux qui vont sur la mer, que ces oiseaux gris sentiraient souvent se poser sur eux les baisers. Partis de tous ces cheveux baisés, on sema sur tous ces cheveux et puis on allait par mille branches. Si l'on gardait depuis des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blancs, crinières de nuit, toisons de safran, et les cheveux couleur de feuilles d'or, si on les gardait depuis bien longtemps, noués bout à bout, pour tordre des cordes, afin d'attacher à de gros anneaux tous les prisonniers, et qu'on leur permit de se promener au bout de leur corde, les liens des cheveux seraient longs, si longs, qu'en les déroulant du seuil des prisons, tous les prisonniers pourraient s'en aller jusqu'à leur maison. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui naît chaque fois
ni tout à fait la même, ni tout à fait unique. Et même, et me comprend, car elle me comprend. Et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule essaie rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aînés de la vieille villa. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix, lointaine, et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se souvient. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Verdi. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit, c'est sous Louis XIII. Et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jauni. Puis un château de briques à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs, avec une rivière baignant ses pieds, qui coule entre les fleurs. Puis une dame, à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs, en des habits anciens. Que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà et dont je me souviens. Il y a quelques années, il y a eu un fait divers qui n'était pas banal. Il s'est passé dans cette région. Et il est oublié. On en a parlé pendant quelques mois, pendant quelques brèves années, les brèves années qui ont suivi. Puis, il a été totalement oublié. Alors, j'avais été très touché par ce fait divers, et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait un petit conte que je vais vous lire. Ça se passe dans les hautes terres de notre département. Je n'ai absolument rien aux faits réels. C'était dans un tout petit hameau du haut des Alpes-Maritimes. Et ce hameau était situé dans la haute vallée, au-dessus plus rien, ou plutôt plus rien qui ne se rapportât à la vie humaine. Seulement des montagnes tout autour, un cirque de montagnes, des pentes herbeuses couronnées de rocs et chiquetés, et puis de l'eau de toutes parts, des ruisseaux, des cascades, des torrents venant se rejoindre pour faire le cours d'eau que plus bas longeait la route et y égayer les villages. Mais au-dessus du hameau, une impressionnante coulée de pierres et de rocs qui maintes fois déjà, au cours des âges, après de fortes pluies ou à la fonte des neiges, qui maintes fois avaient dégringolé sur les maisons, les laissant béantes et désespérées. Et quelques habitants de ce hameau perdu vivaient de peu de choses. Ils avaient des moutons qui étaient pâturés alentour de chez eux, quelques légumes aussi, et puis
quelques fruits sauvages. Et l'hiver venu, bêtes et gens se regroupaient, et tous vivaient plus isolés encore, car alors il n'y avait même plus de ces rares passages de bergers des pays d'en bas ou de promeneurs contemplatifs en quête de solitude. Et puis vint la route. Remontant à contre-courant, elle atteignit un jour le hameau, et sinuant dans les pâturages et entre les rochers, elle parvint au sommet de la montagne, et elle alla voir de l'autre côté ce qu'il y avait et ce qui se passait. Alors, les visiteurs devinrent plus nombreux, ou plutôt les passants, car au hameau on ne s'arrêtait guère. En été, les voitures longeaient les maisons et on les voyait s'élever dans le ciel jusqu'à devenir invisibles. Quelques vieux seulement restaient encore là-haut. Et leurs enfants, installés dans les villes, les rejoignaient toujours au moment des vacances. Une nuit, un bruit, lointain d'abord, confus, venu du ventre des pierres, un bruit réveilla le village. Et vite ce bruit devint fracas épouvantable. La montagne s'était mise en marche, lentement d'abord, et puis elle roula plus vite, déboula, vint recouvrir la route et crevait la plupart des maisons. Ce n'est qu'au petit jour que les pauvres gens découvrirent toute l'ampleur du désastre. Par miracle, tous vivaient, mais beaucoup de brebis et de moutons n'étaient plus que cadavres. Alors, les autorités se rendirent sur les lieux et prirent les décisions qui semblaient s'imposer. On dégagea, tant bien que mal, les maisons qui restaient debout et le minuscule cimetière. Et on décida d'évacuer les habitants. Et ceux-ci s'exécutèrent la peine au cœur. On les relogea dans les contrées environnantes. Une vieille, pourtant, se montra répit. On eut beau expliquer, insister, exhorter, menacer, rien n'y fit. Elle était née ici, elle y avait vécu, elle y mourrait. Alors on la laissa toute seule, en se promettant bien de monter fréquemment, voir comment elle allait. Or, c'est elle qui prit les devants. Elle souscrivit un abonnement au quotidien de la région. Ainsi, elle s'assura la visite journalière du facteur. L'hiver, le pauvre homme devait faire une vingtaine de kilomètres sur des raquettes pour lui apporter son journal. Bientôt, on parla à la ronde de cette vieille qui vivait seule dans un village abandonné. Les journalistes montèrent la voir et parlèrent d'elle dans la presse locale. On lut l'article à Paris, et quand la neige eut disparu, les correspondants de plusieurs grands magazines se précipitèrent au hameau. Les photos de la solitaire firent la couverture des hebdomadaires à grand tirage. Des pages entières lui furent consacrées. Elle devint la femme dont on parlait, le personnage à la mode, la cover girl d'un genre nouveau, la vedette de l'actualité. On en causait dans les chaumières et les starlettes pouvaient aller se rhabiller. On s'attendrit, on s'émut, on s'émerveilla, on admira. En plus du journal, le facteur lui monta désormais des dizaines de lettres. Et pour les fêtes de fin d'année, il arriva des jours durant chargé de cadeaux qui venaient des quatre coins de France, d'innombrables amis inconnus. Et puis, d'autres événements firent la une de l'actualité, et doucement, la vieille femme retomba dans l'oubli. De temps en temps, l'été, une voiture s'arrêtait au hameau. Ses occupants essayaient de voir son visage, les plus hardis allaient frapper à sa porte. Elle leur racontait que sa soudaine célébrité l'avait d'abord surprise, puis amusée, puis ravie. Mais bien vite, elle s'en était lassée. Le facteur continuait à venir la voir chaque jour. Et parfois, les gens des villages d'alentour
et souvent le curé de la vallée. Ils avaient tous les deux de longues conversations tout près du ciel. Un jour de plein hiver, le curé prit le chemin du hameau avec plusieurs hommes. Le facteur venait de les prévenir. Ils arrivèrent à temps pour fermer les yeux de la vieille femme. Au printemps suivant, quand la neige eut découvert la terre, son cercueil, qui avait attendu jusque-là les tombes, fut enseveli dans le petit cimetière abandonné. Et depuis, la vieille solitaire dort dans son coin d'éternité. Et quand le vent souffle des cygnes, c'est un peu elle qui tourbillonne dans l'espace. Et dans notre région, restons-y un court moment. Un jour qui se perd dans la nuit des temps, un garçon des collines cueillit sur la branche d'un arbre un tout petit fruit vert. En un geste instinctif, il le porta à la bouche et y planta ses dents. Il lui trouva l'âpreté des lèvres d'une fille vierge. Et tout à coup, il aperçut, sortant de l'herbe autour de l'arbre, un bruit qui lui semblait chanter le soleil, le fondre en musique. Il laissa tomber son regard, et pour la première fois, il entendit les cigales. Une autre fois qui se perd aussi, dans la nuit des temps, c'était à la saison où les jours raccourcissent, où la nuit vient très vite, un autre garçon des collines trouva, au pied d'un arbre, un tout petit fruit noir. Il se baissa, le ramassa, le porta à sa bouche et y planta ses dents. Il le trouva plein d'amertume. Mais il vit bientôt que ce fruit n'était pas seul dans l'herbe autour de l'arbre, qu'il y en avait des centaines semblables. Alors il se dit qu'il serait dommage de les laisser se dessécher inemployés. Il fallait trouver à quoi ils pourraient bien être utiles. Il les ramassa, les emporta dans son gîte et leur fit subir un traitement qui ne fut pas probant. Sans se décourager, chaque fois que s'écourtaient les jours, il allait ramasser les fruits et essayait d'autres préparations. Enfin, il imagina de les jeter dans un grand bac où il avait auparavant mis de l'eau et des cendres de bois de chêne et de sarments de vigne. Et il laissa macérer. Lorsqu'il en goûta un, il lui trouva la douceur des lèvres d'une femme alanguie. Une autre fois, qui se perd dans le temps, c'était à la saison où les jours sont très courts, où la nuit ne sait plus comment s'en aller, un vieux paysan des collines trouva dans l'herbe les tout petits fruits noirs qu'il connaissait, mais qui étaient flétris. Après un peu d'hésitation, il les ramassa et les prépara selon la même recette. Quand il les goûta, il les trouva consolants comme les lèvres d'une femme apaisée. Et c'est ainsi que, trouvant aux lèvres de la femme, qu'elles soient fruits verts, fruits mûrs ou fruits fanés, qu'elles soient âpres, douces ou consolantes, toute la tendresse du monde, l'homme inventa l'olive. Il y avait un poète qui était professeur de philosophie à Nice, qui s'appelait André Charmel. Il est un poète d'un talent et d'une très très grande finesse, qui a laissé plusieurs recueils de poésie.
qui malheureusement maintenant ont dû tomber presque tout à fait dans l'oubli. Je voudrais vous dire un texte que je ne sais pas par cœur, de André Charmel sur le silence. Je sais d'ailleurs que ça fera plaisir au moins à une qui aime beaucoup les silences, notamment dans la manière de présenter, de dire des textes. Alors voici le silence de André Charmel, et je le ferai suivre de un texte que j'ai écrit, où le silence aussi a beaucoup d'importance. Ce texte il m'a été inspiré par une visite que je faisais un jour en fin d'après-midi, l'obscurité vient tout doucement, l'harmonie du soir, alors que je passais la frontière militaire. Voici une texte de Charmel d'abord. Écoutez le silence. Écoutez, le sapin frissonnait sous la première neige. Au soleil de midi languir le peuplier. L'heure naître et mourir au fil du sablier. Et sur le luth du spectre, éclater à l'arrière. Écoutez battre au ciel le cœur de l'hirondelle. Méditez la relique au désert de l'Afrique. Rêvez le scarabée au dieu de son Égypte. Le corps, séduire l'âme à lui rester fidèle. Écoutez le silence et tout ce qui se fait. Le miroir des polies, l'interligne du livre. Écoutez les passés qui n'ont jamais pu vivre et tous les avenirs qui ne vivront jamais. Au crépuscule, dans le silence du cimetière militaire, des morts jeunes, des morts presque anonymes, une croix sainte, un carré d'air, morts loin de chez eux, en terre lointaine, inconnue, des trésors d'amour qui dorment à jamais, tous les trésors d'énergie enfouis sous la terre de l'ensemble de la planète ne sont que paix de puce à côté des trésors d'amour enfouis sous quelques mètres carrés de cimetière. Amour préparé de longue date, de siècle en siècle, de génération en génération. Amour prévu dès avant la matière, préparé, programmé, conçu. Des effluves d'amour interrompus, inachevés, des immensités de tendresse inexprimées, là, stables pour l'éternité sur les cimetières, dans l'air bleuté des crépuscules. On y entend se dessiner des sourires. On y sent confusément affleurer des caresses, des paroles inemployées, tandis que l'ombre envahit les autres. Indicible symphonie des amours qui n'ont pas de
la guerre est meurtre, que les justes et les gens de bien chantent tout non ses louanges. Je parle de ce qui est, non à cause du présent, mais à cause de ce qui a toujours été, de ce qui sera toujours. La vie, dont chacun de nous rêve sans avoir le courage de la mener, ne peut connaître l'existence dans le présent. Le présent n'étant qu'une passerelle entre le passé et l'avenir, à notre réveil, nous passerons de ce qu'on fictif qui n'a jamais existé. Nous passerons du rêve à la réalité les yeux grands ouverts. Nous trouverons notre chemin instantanément. Nous n'aurons pas besoin de volter autour du globe pour trouver le paradis qui gît à nos pieds. Le jour où nous cesserons de donner la mort, non seulement dans le présent et dans les faits, mais dans nos cœurs, nous commencerons à vivre, pas à pas. Je crois qu'il m'est possible de loger mon être n'importe où dans le monde. Je me sens chez moi dans l'univers. Je suis un habitant de la Terre et non d'une de ses parcelles. Que celle-ci soit étiquetée Allemagne, Amérique, France, Russie. Je ne dois allégeance qu'à l'humanité et non à un pays, une race, un peuple. Je réponds devant Dieu et non devant le chef du pouvoir exécutif, quel que soit son nom, sa personnalité. Je n'ai d'autre fin ici-bas que de travailler à l'accomplissement de ma destinée qui est mon affaire à moi. Ma destinée est liée à celle de n'importe quelle autre créature vivante qui habite cette planète, voire même, qui sait, à celle d'habitants d'autres planètes. Je refuse de gâcher ma destinée en me bornant à considérer la vie selon l'étroitesse des règles qui la servent aujourd'hui comme autant de pièges. Je refuse de souscrire à l'opinion courante en matière de meurtre, de religion, de vie sociale, de bien-être. Ce que je veux, c'est essayer d'accorder ma vie avec la vision de ce qui est éternel. Je dis, la paix soit avec vous tous, et si vous ne la trouvez pas, c'est que vous ne l'avez pas cherchée. Bravo. La calomnie. Vous ne savez guère ce que vous dites. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on me fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger, rasant le sol, comme hirondelle à pianissimo, murmure et file, et scène, en courant le trait emboîté. Telle bouche le recueille, et piano piano, vous le glisse en l'oreille à droite. Il manifeste, il gère, il rentre, il chemine, répondant de bouche en bouche, il va le diable. Puis, tout à coup, c'est comment? Vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élève, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne, et devient grain social, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui y résisterait? Le palais de Gormaz, comte et gobernador est en deuil.
Pour jamais d'or couché sous la pierre, l'hidalgo dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue, appelé le Cid, Campeador. Le soir tombe, invoquant les deux saints Paul et Pierre, Chimène envoie le noir s'accoude au mirador et ses yeux, dont les pleurs ont brûlé la paupière, regarde sans rien voir mourir le soleil d'or. Mais à l'éclair, soudain fulgure en sa prunelle sur la plaza Rodrigue. Mais debout devant elle, impassible et hautain drapé, dans sa capa, le héros meurtrier à Palan se promène. Dieu! Soupire aperçoit la plaintive chimère, qu'il est joli garçon, l'assassin de papa. Mais comme la soirée va se terminer, ça m'évite. La nuit passera là-dessus. Voilà, je voudrais dire la vérité. J'aime la vérité. Mais elle ne m'aime pas. Voilà la vérité, oui. La vérité ne m'aime pas. Dès que je la dis, elle change de visage et se retourne contre moi. J'ai l'air de mentir. Et tout le monde me regarde de travers. Et pourtant, je suis simple. Et je n'aime pas le mensonge. Le mensonge. Mais oui, je le dis. Le mensonge attire toujours des envies épouvantables. Et on se prend des pieds dedans, et on trébuche, on tombe, et tout le monde se moque de vous. Moi, si on me demande quelque chose, je veux répondre ce que je pense, je veux répondre la vérité. La vérité me démange. Ben alors, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis d'angoisse, de crainte, de la peur d'être ridicule. Et je mens. Ben, je mens, c'est fait. Trop tard, pour revenir là-dessus. Et une fois un pied dans le mensonge, il faut bien que je reste là. C'est pas commode, je vous jure. C'est si facile de dire la vérité. C'est un luxe de paresseux. Et oui, on est sûr de ne pas se tromper après et de ne pas se voir en même temps. On a des embêtements sur place, vite à la minute, et après les choses s'arrangent. Tandis que moi, le diable s'en mêle. Oui, le mensonge n'est pas une pente à pic, ce sont des montagnes russes qui vous emportent et qui vous coupent le souffle. Arrête le cœur et vous le noue dans la gorge. Moi, si j'aime, je dis que je n'aime pas. Et si je n'aime pas, je dis que j'aime. Tentez de deviner les suites. Autant se tirer un coup de revolver et on finit. J'ai beau me mettre devant l'armoire à glace, me répéter « Tu ne m'en diras plus, tu ne m'en diras plus, tu ne m'en diras plus, je mens, je mens, je mens !» Je mens pour les petites choses et pour les grandes. Et s'il m'arrive de dire la vérité une fois par hasard, par surprise, elle se retourne, elle se regrandit, elle change de visage, elle grimace, elle devient mensonge. Les moindres détails se liguent contre moi et prouvent que j'ai menti. Et ce n'est pas que je suis lâche. Parce que moi, je trouve toujours ce qu'il faudrait répondre et j'imagine les coups qu'il faudrait porter. Seulement sur place, je me paralyse. On me traite de menteur et je l'avoue. Je voudrais répondre, vous, mentez. Je n'en trouve pas la force. Je me laisse injurier et je crève de rage. Et c'est cette rage qui s'entasse, qui s'accumule en moi, qui me donne de la haine.
Je ne suis pas méchant. Je suis même bon. Mais il suffit qu'on me traite de menteur pour que la haine m'étouffe. Et ils ont raison. Je sais qu'ils ont raison, je mérite leurs insultes, seulement voilà, je ne voulais pas mentir, je ne peux pas supporter qu'on ne comprenne pas que je mens malgré moi, que le diable me pousse. Je changerai. J'ai déjà changé. Je ne mentirai plus. J'aurai un système pour ne plus mentir, pour ne plus être dans le désordre épouvantable du mensonge, on dirait. Une chambre parfaite, des fils de fer barbelés la nuit, les couloirs et les couloirs du rêve. Non, je désirais, on sortirait. Je vous en donne la preuve. Oui, ici, en public. Je m'accuse de mon vice et j'étale mes crimes. Et vous n'allez pas croire que j'aime étaler mon vice et que c'est encore le comble du vice que m'a franchi. Non, non, j'ai honte. Je déteste mes mensonges et j'irai jusqu'au bout du monde. On va être obligé de faire ma confession. Et vous? Dites-vous la vérité. Êtes-vous digne de m'entendre? Au fait, je m'accuse et je ne me suis pas demandé si le tribunal est en mesure de me juger, de me condamner, de m'absoudre. Vous devez mentir. Vous devez mentir tous. Mentir sans cesse et aimer mentir et croire que vous ne mentez pas, tout est là. Vous devez vous mentir à vous-même. Ouais, je ne me mens pas à moi-même. Que j'ai franchi de m'avouer que je mens, je suis un menteur. Vous êtes des lâches, hein? Vous étiez là, vous m'écoutiez, vous disiez quel pauvre type. Oui, vous profitiez de ma franchise pour dissimuler vos mensonges. Je vous tiens. Savez-vous, mesdames et messieurs, pourquoi je vous ai dit que je mentais, que j'aimais le mensonge et que c'est pas vrai? Je ne vous prends pas du tout. C'est la seule fin de vous attirer dans un piège et de me rendre compte, de comprendre. Je ne mens pas, moi. Je ne mens jamais. Je déteste le mensonge et le mensonge me déteste. Je n'ai menti que pour vous dire que je mentais. Maintenant, je vois vos visages qui se paralysent. Chacun voudrait rentrer chez soi et redoute d'être interpellé par moi. Vous, oui, là-bas, vous lui faites croire que vous êtes en stage à l'infâme. C'est faux, faux, faux. Vous faites croire que vous êtes à une réunion de parents d'élèves. C'est faux, faux, faux. Osez me dire le contraire, osez me répondre que je mens, osez me traiter de menteur. Personne ne bouge, parfait. Je savais. Je savais à quoi m'en tenir. C'est facile d'accuser les autres. Facile de les traiter de menteurs. Vous me dites que je mens et vous mentez, c'est admirable. Je ne mens jamais. Entendez, jamais. Et s'il m'arrive de mentir une fois, par hasard, c'est pour rendre service. Forcément, il faut mentir un peu de temps à autre. Hein, vous dites? Non, parce que je trouverais étrange qu'on me reprochât ce genre de mensonge. Non, de tout, ce serait drôle. Et vous qui mentez, moi, je ne mens jamais. Il reste l'autre jour. Mais non, vous ne me croiriez pas. Écoutez, le mensonge, c'est magnifique.
Imaginer un monde irréel et y faire croire. Mentir. Il est vrai que la vérité a son point de vue avec elle dépasse. La vérité. Les deux se valent. Peut-être que le mensonge en va. Peut-être bien que je... j'ai menti. J'ai menti en vous disant que je mentais. J'ai menti en vous disant que je mentais, ou en vous disant que je ne mens pas. Enfin, je ne sais plus. Je m'embrouille. Quelle drôle d'époque. Suis-je un menteur? Je me demande. Je suis plutôt un mensonge. Un mensonge qui dit toujours la vérité. Tous les auteurs qui ne sont pas là, mais qui sont autour de moi et qui ont collaboré. Avant que nous nous quittions, et c'est la vérité, il y a, je vous le rappelle, un spectacle prévu mercredi prochain, 23 octobre, dans cette salle, qui a pour titre Noctuel, et qui vous sera présenté par le groupe de stagiaires INFAC, animateurs d'activités touristiques 1991. Ils se font un plaisir de vous inviter à ce spectacle et ils y travaillent depuis quelques jours avec acharnement.